tu longes le couloir de contention jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le tourisme. Comme ça leur fait de... Allez, venons. Allez, mon copain. Le Vaccarès. Je me trouve enfin face à lui, blanc, comme une page vierge en cette fin d'hiver. C'est quelque part au loin que Joseph Darbo a situé le récit de son chef-d'œuvre en prose, La bête du Vaccarès. Voilà plusieurs années que je rêve de ces eaux et de cette terre qui l'entoure. J'ai pu lire dans la préface du livre de Darbo qu'ils furent plusieurs, poètes de Provence, à s'établir en Camargue. Ils y menèrent une vie d'ascèse et d'élevage, celui d'une race de taureaux noirs, semi-sauvages. Aujourd'hui, ils sont nombreux à poursuivre cette vocation. On les appelle manadiers. Leurs troupeaux, pouvant atteindre plusieurs centaines de bêtes, pâturent sur le delta du Rhône et sur ses deux versants, la Crau et le Languedoc. La finalité de cet élevage, c'est l'arène. Mais ici, le taureau n'est pas mis à mort. Au contraire, il est celui pour lequel les foules se déplacent et se lèvent. En cette fin d'hiver, j'ai à mon tour quitté les rues étroites de ma ville, avec le secret espoir de rencontrer ces poètes et leurs muses. Que sur l'étendue sauvage s'étale la lourde chaleur, à l'heure où les taureaux, à travers les pâturages, se rassemblent au repos. Je m'en vais comme il me plaît, sur le chemin de mes songes. Dans les traces desséchées, je vois fleurir le sel, le long des plages de sable. Mon cheval plante ce sabot. Le soleil et le ciel limpide, et la terre du miracle, et les temps bercent mon âme au rythme de ma monture. En pataugeant dans le gué, aux scintillements qui rejaillissent, je sens jusque sur mes lèvres éclabousser l'eau amère. Et je vois au loin, comme une île, qui là-bas pointe et s'allonge, noire au-dessus des anganes, les fourrés de rats de lierre. Qu'est-ce que tu veux, mon pouce? On est à l'abandon, complètement, de cette culture, de la culture de la lettre, de la culture, disons, du ressenti, de la culture. C'est général, c'est la vie humaine d'aujourd'hui. Elle est peut-être plus relative à ce milieu où c'est du ressenti que l'on a. C'est du ressenti. Et ce ressenti-là, il n'est plus, disons, dans la vie d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on ne lit plus des poèmes, on n'apprend plus des poèmes. Aujourd'hui, tout est banalisé. Peut-être par la vie qui va tellement vite, on n'a pas le temps de s'arrêter pour apprécier, pour regarder, pour entendre. Tu vois ça, j'aurais aimé le vivre. J'aurais aimé vivre ces époques-là. J'aurais aimé vivre ces époques-là. Suis-je arrivé trop tard? Les poètes ont-ils donc disparu? Pourtant, en m'aventurant dans les coins reculés du pays, loin des chemins touristiques, je m'aperçois que la terre, elle, est bien là. Cette terre que le poète était venu défendre respire toujours, ici les sous-bois, là-bas le sel, et ailleurs encore les marais. S'ils n'écrivent ni ne lisent plus, je ne peux me résoudre à ce que la poésie
ait définitivement quitté la vie de ces manadiers. Je me demande simplement sous quelle forme elle persiste encore. Être manadier, c'est avant tout sélectionner en fait par rapport à ce que l'on ressent. C'est une notion de sentiment. La tauromachie est essentiellement basée sur une notion de sentiment. C'est-à-dire que ce que l'on ressent se traduit par le comportement du taureau dans l'arène. Être manadier, c'est ça. C'est depuis la naissance, dans la sélection, jusqu'à la gestion d'un taureau, l'amener là où il doit aller. Pas là où toi, en tant que manadier, tu as envie d'aller. Parce qu'on va tous aller dans le même endroit. Mais à un moment donné, il faut faire avec des éléments que l'on ne gère pas toujours, qui sont les taureaux, qui ont leurs propres sentiments, qui ont leur propre personnalité, qui ont leur mode de vie. Et je pense qu'être manadier, c'est avant tout être taureau plutôt qu'homme. Alexandre gère avec sa sœur et son père la manade Saint-Antoine sur une propriété achetée par son grand-père en 1932 entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un organisateur de courses. Bah dis-moi, comment on fait? Écoute-moi, tu sais qu'à Beaucaire, j'ai le muguet d'or, j'ai la palme d'or. Il me faut ce qu'il y a de mieux, quoi. Orion, qu'est-ce qu'on fait? Non, Pourquoi? pas mûr. Je le sens pas cette année pour Beaucaire. Il faut encore que le taureau mûrisse, il a trop de... Trop généreux? Ouais. Il Faut qu'il s'aguerrisse un peu le taureau. Il a beaucoup de potentiel, mais pas assez de maturité pour l'instant. Moi, je pense que le muguet d'or, c'est bien s'il vient, parce qu'on peut le mettre dans de bonnes conditions aussi. Le muguet d'or? Ouais. Trop tôt. Début de saison, il ne va pas le faire attaquer, encore moins à Beaucaire. Et la finale? Non. Septième? Non, si on se chope un hiver mauvais, avec la pluie et tout le bordel, là, non. Je ne veux pas y briser son... Non, en plus, c'est des taureaux, ils montent dans la saison, ils montent... Non. C'est un gros bébé, donc il faut... Non. Moi, je te parle d'Orion parce que je ne l'ai jamais vu, mais tout le monde m'en parle. Et ouais, mais moi, tu le sais aussi, les gens, ils parlent. Ah, mais attends, il n'y a que toi qui connais mieux ton taureau, que toi, personne ne le connaît. On a toujours travaillé sur la confiance. Je sais que si je ne viens pas cette année, c'est parce que l'année prochaine, tu as envie de le mener dans de meilleures conditions. Ouais. Avec un taureau qui est un peu plus aguerri, avec de l'expérience. Si tu veux, Orion, c'est il bosse. Ouais. Tu vois? Ouais. Plus, il faut que le taureau, il s'arrête, il se passe un peu ou... Il s'arrête, il se passe, mais il a quand même à un moment donné, cette noblesse, mais qui n'est pas très bonne à ce niveau-là. C'est d'avoir trop de cœur. Ouais, tu as une arène, toi... C'est la meilleure arène du monde. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Tous les grands taureaux, ils ont toujours fait des grandes courses. Ouais, il n'y a pas beaucoup de grands taureaux. Orion, Gazé, Ibos, Beccaro. Alexandre me confie discrètement qu'il compte beaucoup sur Gréco pour la saison de course à venir. Et dans le froid de l'hiver, ces noms, ce vocabulaire, sollicitent toute mon imagination. De fil en aiguille, l'on m'a conseillé de rencontrer la famille Reynaud. À l'extrémité ouest du delta, ce sont 4 générations qui vivent sur le domaine du Grand Radeau. Frédéric partage la gestion de la manade avec son père et son oncle. Moi, les taureaux, c'est toute ma vie. C'est tout ce que je vis que pour eux, tout le temps. Qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, je les aime quand même. Et quand une bête se blesse, je suis plus malade qu'eux. Et d'ailleurs, maintenant, je vais partir.
être en contact avec eux, il faut que je les voie. Tant que je suis avec eux, je suis bien. Voilà. Quand ils ne sont pas là, ben, je suis très malheureux et je ne peux pas vivre sans eux, tout simplement. Ils font partie de ma vie. Je les aime moins que mes filles, carrément, il ne faut pas exagérer, mais presque autant. Ma vie à moi, c'est les taureaux. Voilà. Et les chevaux, bien entendu. Les chevaux font partie du travail de manadier. Mais moi, où je suis bien, c'est à cheval, dans mes taureaux, au fond du pays, là-bas reculé, où il n'y a personne. Ben là, je suis le plus heureux. Certaines personnes, quand on fait des groupes, arrivent ici, mais ça existe ça? Un territoire comme ça? Ben oui. Et quand ils sont là le soir, ben ils ne veulent plus partir. Ils nous comprennent. C'est vrai qu'on ne vit pas riche, mais on vit tranquille, on fait ce qu'on aime, on est bien. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on cherche. Le grand radeau et ses terres salines. Au son des meuglements des bêtes, je prends peu à peu conscience qu'au-delà du paysage et derrière ces vies que je filme, c'est une relation intime qui se lie entre l'éleveur et ses bêtes. Et si poésie il doit y avoir, le taureau en est certainement l'une des clés. Patrick représente la 3e génération d'un élevage à l'histoire prestigieuse, la manade de Laurent. C'est son grand-père, Paul, qui acheta le domaine des Marquises et débuta l'élevage en 1944. Le taureau, pour moi, c'est un dieu. Parce que il est là, on l'élève, on a une certaine maîtrise sur lui, et on ne peut pas le contraindre. Mais le simple fait qu'il soit dans l'arène, seul et sans contrainte, s'il a envie, il fait un spectacle, avec son agressivité, avec son mental, avec son intelligence, parce que je parle d'intelligence pour les animaux et surtout pour ces taureaux-là. Mais après, on ne peut pas le caresser et le prendre avec nous, et il fait peur. Ben, on n'aime pas un taureau, on le vénère parce que c'est une bête féroce, on va dire, qui nous tient en respect, même si on va les voir tous les jours, même si on travaille avec eux à cheval et tout, mais à un certain moment, le rideau tombe et là il dit stop, arrêtez-vous. Une expression me vient à l'esprit. La fée d'Ibio. Je l'ai entendue sur toutes les lèvres. Serait-ce la foi dans ce dieu taureau? Parler de religion ne serait pas approprié. En revanche, je me demande quelle vie doit mener celui ou celle dont la passion est telle qu'il décide de créer, de nos jours, son propre élevage. Je suis donc sorti du delta. Aux alentours de Lunel, Claude s'est installé en 1995 dans la plaine de Marcillargues. Notre cœur, si on pouvait avoir une exploitation comme mes confrères, que vous connaissez, où je suis admiratif, et qui peuvent être, disons, dans ce delta, avec de belles propriétés, c'est notre ambition. Malheureusement, on est né d'où on est né. Après, c'est difficile, surtout quand on démarre comme ça, c'est bon de trouver, disons, des pâtures, des herbages. Et jamais quand même bavé. Aujourd'hui, 17 ans après, je suis à peu près installé. On n'est jamais au bout. On veut se conforter dans le bien-être de ces bêtes. Voilà. Beaucoup de gens ne s'imaginent pas, disons, cette passion qui est aussi un sacerdoce. On me dirait, il y a des moments, croyez-moi, c'est difficile. Mais bon, après,
Quand on voit qu'on en a fait une bonne ferraille, une bonne brigade, et qu'on a un taureau en course ou une vache qui remue la queue, et qui est bien, eh bien, c'est une lumière pour nous, c'est une étincelle qui après nous entretient. Le taureau Camard, on décide de l'époque où il va naître. Certaines manades font naître à l'automne. Nous, on a par habitude de faire naître au printemps, début de printemps, pour qu'ils arrivent dans le vrai printemps en avril, avec 1 ou 2 mois de naissance. Et à ce moment-là, il y a la chaleur, les mouches, les moustiques qui arrivent, donc ils sont un peu plus costauds. Mais il naît bien sûr de voie naturelle et sans l'intervention de l'homme. Les vaches se cachent, j'ai jamais vu une vache vêlée. Ils restent pour nous jusqu'à 7 mois sous la mer. Là, ils sont sevrés et au mois de mars en général, on les marque, on les laisse coup sûr, et là, on sépare mâles et femelles et ils commencent leur vie dans les troupeaux des mâles et dans le troupeau des femelles. On leur demande rien, et à 3 ans, ils vont faire leur première course. Et à 4 ans, en général, on va décider de 1 ou 2 ou 3, suivant les années, qui vont être choisis pour être sur les vaches. Mais sinon, de 3 à 5 ans, ils sont en course de ligue. 6 ans, 7 ans, là aussi, tout dépend du taureau, ils sont au trophée de l'avenir. Et puis après, s'il est bon, ils sont au trophée des As. Et ils peuvent faire des carrières d'une dizaine d'années. Là. Là, bébé, là. Ah, péquelé. Alors. Alors, bébé. Ah. Mais non. Là, elle est plus là. Regarde s'il n'y en a pas une dehors. Il y a les jaunes là, parce que les jaunes ils se mettent là-dedans. J'ai souvent, j'ai 46 ans, j'ai assisté 2 fois par hasard à 2 naissances. Un pays. Là, je suis tombé dessus par hasard. Et là, tu te sens pas à ta place. Tu déranges, tu te sens pas à ta place. Ça, c'est quelque chose qui te marque parce que j'étais assez jeune, mais c'est là où on te fait comprendre qu'en fait, il faut que la mère soit à l'état naturel, optimisée, mais à l'état naturel. Et la réaction, je me rappelle la réaction et le regard, là, tu te dis que tu n'es pas à ta place. Je suis interpellé par le regard d'Alexandre, protecteur, fier, mais respectueusement distant. Je ne saurais dire s'il pense à l'instant présent ou au futur de ses petits, dont certains lui apporteront peut-être toute la satisfaction que recherche le manadier. Nous sommes fin mars. La saison a déjà démarré, mais avec la pluie, de nombreuses courses sont annulées. En attendant, je me familiarise avec les événements en lisant les chroniques taurines de la presse locale. Certains résumés de courses s'apparentent à de sincères élans poétiques, fracasser les planches, envol criminel, remontée émotionnante ou plonger à la tête et se faire enfermer sévèrement. Mais depuis quelques mois, un nom attire toutes les attentions. Quand on a des taureaux comme Ratis, eh bien, on est angoissé, on est stressé,
Finalement, je sais pas, je dis pas, non, je vais pas dire qu'on n'aimerait pas l'avoir, non, pas du tout, parce que c'est notre but. Mais on est encore plus angoissé que quand les taureaux sont mauvais, parce qu'on a toujours peur qu'il se fasse mal, on a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et bon, donc la veille de la course, on commence à avoir mal au ventre, on ne mange pas, on ne dort pas. Et puis quand on arrive aux arènes, alors là c'est l'angoisse complète. Parce qu'on se demande comment on va le ramener, si on va le ramener entier ou en mille morceaux, une jambe cassée ou... Parce qu'il est méchant comme il se jette sur les planches, il casse des planches et on a toujours peur qu'à force de casser des planches, ce soit lui qui soit cassé à la fin. Le taureau reste un quart d'heure, pour nous ça dure une éternité. On ne voit jamais la fin de ce quart d'heure. Parce qu'on a un guy qui rentre pour voir justement si c'est pas fait mal, comme je te disais. Et puis quand il est dedans, ben, il y a un soulagement, il y a une décompression qui on souffle, on n'en peut plus. On est plus fatigué de voir le quart d'heure que d'avoir fait une journée de travail à planter des piquets tous les jours. Alors maintenant, il lui reste 7 courses à faire. Et puis, bon, eh bien, on verra après s'il retourne à la finale des As à Arles. Cette année, c'est à Arles. On verra si... Enfin là, on n'en parle pas, on verra. L'avenir nous dira le reste. La finale des As à Arles. Frédéric lève les yeux au ciel sans trop oser m'en parler. C'est le but ultime. C'est la course la plus prestigieuse, où sera remis le bio d'or à l'éleveur du meilleur taureau de l'année. Et pour arriver jusque-là, je comprends bien que la route est longue. C'est sûr que là, la priorité, c'est de sortir des bios, c'est de sortir des taureaux, c'est de sortir des cocardiers. À travers mon travail, bon, une priorité que je donne et que je continue actuellement, c'est de travailler sur mes vaches. C'est vrai, j'ai d'assez bonnes vaches cocardières, donc je suis encore à un stade où je travaille bien sur mes vaches, mais j'attends demain ou après-demain mes bio, hein. J'attends mes taureaux, et là, mais j'y crois, et j'y crois ferme. Je sais que j'y arriverai. Que Dieu me prête vie quand même, bien sûr. Hein, et donc, ce que l'on peut dire, c'est que dans ce domaine-là, de faire du cocardier, personne n'a la science infuse. Aucune personne. Et c'est pas un bon taureau et une bonne vache qui font un bon cocardier. Tout est donc travail de sélection. Le manadier recherche l'animal qui se rapprochera le plus de l'image qu'il se fait d'un grand taureau. Après le travail sur les vaches, c'est avec le choix de l'étalon que l'éleveur se distingue et essaie d'orienter une nature qui apportera, quoi qu'il advienne, son lot de surprises. Il y a des années où on peut se tromper d'étalon, ça bien sûr. Même si les parents sont bons, même s'il a été très bon en piste, on peut se tromper. Après, il est arrivé qu'en mettant l'étalon sur 2 ans, même 3 ans, une année, ça ne marche pas. L'année d'après, ça marche. Pourquoi? Ça, on n'en sait rien. Ce 823, ses parents sont des bons éléments, bien sûr. Lui, on a vu dans ces quelques courses une certaine agressivité, méchanceté, du sang. Nous, ce qu'on recherche, c'est qu'il court, qu'il saute. Il faut qu'il ait du sang pour lui et qu'il en ait même trop pour qu'il en ait assez pour donner à sa descendance. Donc il faut, quand je parle du sang, c'est cette énergie qu'ils ont
à courir, à sauter. Même si un taureau saute 20 fois dans sa course, ça ne me dérange pas. Au contraire, je préfère un taureau comme ça plutôt qu'un taureau de 3 ans qui sorte, qui se mette aux planches et qui soit trop sérieux. Si on est trop sérieux jeune, on ne peut pas avoir cette énergie qui va continuer pendant 10 ans. Parce qu'il faut des carrières de 10 ans sur 8-10 sorties par saison. Il faut un certain potentiel. Donc les talons comme la vache doivent avoir cette énergie pour elles et pour leur descendance. Donc beaucoup d'énergie. Donc ce taureau-là, apparemment là, il a cette méchanceté de taper. Nous, on a une race qui est spectaculaire. Souvent là aussi je pense que les taureaux sont le reflet de leur éleveur. Mais bon, ça après c'est peut-être mon point de vue, mais voilà, on peut, de toute manière on sélectionne chacun d'une manière différente, donc c'est peut-être vrai ce que je dis. Je pense que il n'y a pas de science exacte. D'abord il faut connaître sa race, connaître le caractère de ses bêtes, et puis surtout pas essayer de chercher à imposer au taureau ce que l'on attend de lui dans l'arène. Le laisser venir, le laisser mûrir, grandir. Jeunes, il ne faut pas trop leur demander pour qu'ils puissent avoir les possibilités de continuer à s'affirmer, de se sentir supérieur. Et à un moment donné, qu'il y ait ce déclic qui se fasse pour que le taureau, à un moment donné, revendique vraiment ses personnalités. La notion de race, d'identité, en fait, qu'on retrouve chez des élevages qui ont quand même un peu d'ancienneté, ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand le taureau se revendique, il dit « je suis le taureau ». J'ai du caractère, vous voulez me chercher, vous allez me trouver. Il faut ça. C'est le taureau qui va captiver en même temps le public et qui va imposer aux hommes la prise de risque. Voilà, c'est ça. La notion de personnalité, elle est fondamentale, je pense, dans ce qu'on attend dans le taureau pour l'arène. Allez, bébé, oh, oh. Allez. La question de la personnalité m'apparaît de plus en plus centrale, tant pour le taureau que pour les hommes qui vivent ici. Chaque éleveur exprime ce qu'il est au travers de ses bêtes. L'arène est l'aboutissement de son travail. Mais avant tout, c'est bien le territoire qui façonne ses idées, ses préoccupations et une certaine forme de poésie. On passe sous un arbre, vous savez que c'est là qu'on meurt de suite, en terre carbonisée, on fait 2 cm d'épaisseur, vous le savez ça, tout noir. Terre de privilège, terre d'extrême, terre où on retrouve en fait la force qui est propre à l'homme, c'est-à-dire la notion de rencontre entre l'eau, la terre, le ciel en fait. C'est une essence regroupée de ce qui fait l'homme. Moi j'avais un ami qui était un peu spirituel, un peu bizarre on dirait, qui s'appelait Antonio Corbacho, et qui adorait venir à la maison, et il me disait, ici Alex, cette terre elle est riche, elle a une richesse, elle t'apporte tout ce qui touche au sentiment, donc ça c'est la force un peu de la Camargue, et des Camargues. Viens Totoril. Attends. Attends Daniel, 2 secondes. Il faut que je refaire. Là, les plus là. Allez. C'est bon.
Ça va, Ben? Bon, attends, là il faut reculer parce qu'il y a trop de vaches là, ils sont en train de... Elles vont reculer. Attends bébé, attends. T'as vu ça, c'était pour tuer. Allez, que les femelles là. Allez, c'est parti. Attends, t'es neuf là. C'est sûr? Non mais non, les 4 là, c'est déjà des femelles. Voilà, on n'a pas gagné. Le petit dernier là, c'est les femelles? Après, on n'a pas regardé là-bas. Là, c'est une gratte. Hein. Alors, on vérifie. On mesure. Là, c'est une femelle. Allez, tu l'as. Bouge pas. 3015. C'est bon. Là, bouge pas. Là. C'est bon. Voilà. Là, ça c'est une femelle. La petite là qui est contre toi là. Ouais. Je vais voir parce que j'en vois pas moi. Attends. Je suis sûr. Attends, je vois pas. La femelle. 3014. Ah oui, elle aurait de... Ah non, elle a pas l'arrêt de minuit. Ça rentre du foyer. J'avais commencé à emballer quand il... Tu as pu emballer toi? Oui. On a fait des 4 hectares. La seule participation aux courses de la saison ne permet pas à la manade de couvrir l'ensemble des coûts auxquels elle doit faire face. Par le tourisme ou l'agriculture, il devient alors indispensable d'optimiser son territoire. Gilbert est l'employé permanent de la manade Laurent. Au-delà de la gestion du troupeau, Patrick lui a confié la culture du riz. Nous sommes au mois de mai, il faut ensemencer. Et la nuit tombante, l'attention ne doit pas faiblir. Le flamand, il vient avec le vent, pourquoi? Parce que sur les étangs, il est chahuté justement par ce vent qui fait des grosses vagues, qui les empêche de manger tranquillement. Donc ils sortent des étangs et ils viennent se poser dans les rizières, dans lesquelles il y a un petit niveau qui leur convient. Et en plus, ils savent qu'il y a du grain au fond. Grosso modo, il y a un beau millier dans la soirée qui monte sur les rizières. Et si on n'est pas là pour les faire partir, eux ne se gênent pas de se poser, de nous manger le riz, quoi. Là, on met des lampes au milieu des terres pour que ça brille, mais bon, en attendant que la nuit tombe et que les lumières s'allument, et on est obligé de les effaroucher un petit peu, de faire voir qu'on est là. Donc, voilà, c'est une surveillance permanente pendant au moins 3 semaines, 1 mois, quoi, avant que le riz pousse et qu'il se fasse, qu'il couvre l'eau, qu'après ce moment-là, on est tranquille. Oui, Ratis c'est un taureau très intelligent, très gentil, avec toujours sa prestance, parce que c'est un taureau magnifique, Ratis. Il est très bien fait, il a un beau corps, il est bien fait, il a de belles cuisses, il a un beau corps, il est bien musclé et tout. Puis il a des cornes magnifiques, il a des cornes. Et il s'en va tout le temps la tête en l'air, même quand on le trie, ou même quand il arrive pour venir manger au ballot, il arrive toujours avec cette tête en l'air là, au pas, là, on dirait... C'est majestueux, on dirait le roi qui arrive, on dirait le roi. Puis alors après, quand on le met dans le camion, on y met les cocardes, on l'encocarde, il ne bouge pas, il ne fait pas 1 millimètre. Et puis quand il rentre en piste, alors là, il se déchaîne, il devient fou. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un taureau intelligent, c'est qu'il a très bien compris son travail. Il sait qu'un pays, on l'embête pas, on lui fait pas de... Et quand il rentre en piste, il sait que là, il faut qu'il se batte. Et là, il faut qu'il ce soit lui le vainqueur. En 2011, vainqueur du Gland d'Or à Montfreng, du Bagen d'Or à Massiarga, du trophée Henri Aubonnel à Émarga, du trophée Mestre à Vauvert, le prix des chroniqueurs taurins, prix des aficionados de course camarguaise
Il est élu Biao de l'Avenir à Château-Renard. En 2012, meilleur taureau de la finale du trophée ESAS à Nîmes, meilleur taureau de la saison à Lunel. En 2013, meilleur taureau barricadier aux arènes d'Arles. Dominique Azema, directrice du Trophée Taurin Midi Libre à la Province, 2 € de plus à la cocarde. Un restaurant Le Pistouri Alsace-Lorraine, 2 € de plus. Carrosserie Nancioni à Aigues-Mortes, 2 € de plus. Ratis, je l'ai mené à 4 ans à Codognan en course de ligue, en taureau jeune. Il a sauté 20 ou 25 fois, je ne sais pas combien de fois. Il a fait... Les gens, après la course, m'ont dit, Betty, Sass, tu as mené le bravo sauterelle là. Ils ne se sont pas aperçus que de temps en temps, il sautait pour accrocher l'homme. Tu vois, ils ont noyé la méchanceté dans la bêtise. Alors que moi, j'ai fait ressortir la méchanceté. La bêtise, je l'ai laissé de côté, parce qu'il était jeune, je lui ai pardonné. Et j'ai remarqué ces 4 ou 5 fois où il a sauté pour accrocher l'homme. Ça, les spectateurs ne l'avaient pas vu. Moi, je l'ai vu. Et après, quand il est à 5 ans, oh, il m'a dit, mais d'où tu le sors celui-là? Je dis, mais vous l'aviez vu à Codognan. Mais vous ne l'aviez pas remarqué. Moi, oui, je l'ai remarqué. Parce que c'est mon métier, tout simplement. Tandis que Ratis fait se lever les foules dans les arènes, le 823, quant à lui, se voit octroyer une toute autre tâche. La manade Laurent sort aujourd'hui d'une période difficile. Ils ont placé de grands espoirs dans cet étalon. Mais il fut un temps où les taureaux de l'élevage s'imposaient régulièrement dans les plus grandes courses. Ils détiennent l'un des plus beaux palmarès, et un taureau, plus que tout autre, a durablement marqué les esprits. Il y a un taureau qui m'a beaucoup marqué, moi bien sûr, c'est Goya. J'étais petit à cette époque-là, mais chaque veille de course, en général, il devait lire le journal avant, et il devait savoir que tel jour, à telle heure, on allait venir le trier pour une course. Mais assez souvent, quand on arrivait dans le clos des cocardiers, dans le troupeau, il n'y était pas. Parce qu'il était parti la veille, il était allé voir ses collègues, ou il vadrouillait comme ça, voilà, c'était son caractère. Et ce qui marque encore plus, c'est un 31 janvier en 86, un hiver assez froid. Tous les matins, on allait voir Goya, qui était parti avec le troupeau de vaches, qui était parti déjà dans l'été avec une vache de 2 ans. Il était parti des cocardiers, il était allé dans les vaches. Alors, il avait 22 ans à cette époque-là, dans l'été. Voilà, il faisait tout ce qu'il voulait avant. C'est pas 22 ans qu'on allait le changer. Donc il est resté quelque temps dans le troupeau de vaches, et puis un jour, on va dans les vaches, et il n'y a plus Goya. Ah. Alors on l'a cherché. Il était reparti dans le troupeau, dans le clos où il est né. Donc avec cette vache de 2 ans, là aussi on l'a laissé. Ça c'était le mois de septembre ou août, je ne sais plus. Puis décembre est arrivé. À la Noël, comme chaque année, on passait le troupeau de vaches dans ce clos-là. Goya était encore avec les vaches. Et 31 janvier 86, froid, très froid. Un matin, comme il s'est couché, il ne s'est pas relevé. Donc ça aussi, c'est des choses qui marquent. Et quand on vous dit qu'on les aime, on les aime vraiment. Voilà. Ce n'est pas commun de faire appel à un ostéopathe pour soigner ses taureaux. Mais Alexandre a l'impression que Gréco n'arrive pas à donner tout ce qu'il peut, et peut-être est-ce un problème physique. Le 14 juillet, il doit participer à la Palme d'Or à Beaucaire,
où Ratis sera lui aussi de la partie. Il faut qu'il soit dans les meilleures dispositions. Nous y voilà, la Palme d'Or à Beaucaire. La rencontre que j'ai filmée cet hiver entre Alexandre et l'organisateur a porté ses fruits. Gréco se retrouve à l'affiche avec Ratis. Les rasetteurs ont pour objectif de retirer les 5 attributs positionnés entre les cornes plus ou moins dangereuses de l'animal, la cocarde, les 2 glands et les 2 ficelles. Lorsqu'ils réussissent à mettre en valeur les qualités du taureau, le public applaudit. Scandé par le président de course sur un rythme qui lui appartient, les primes associées aux attributs enlevés peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros lors des plus grandes courses. À la fois, dans son temps de course, comme dans son temps de carrière, comme dans l'âge, le taureau, il faut que ça fasse ça. Il faut que ça évolue. La meilleure preuve, c'est que tu rentres un taureau en piste, il va faire 1 minute, tu as la trompette, cocarde, gland, au départ c'est le plus facile à enlever, après il y a les ficelles, donc ça veut dire que le taureau rentre dans un tour de chauffe. Un taureau, c'est comme un sportif de haut niveau, je veux dire, tu attaques un match de foot qui fait 90 minutes, la première minute tu peux marquer un but, mais en fait tu n'es pas aussi chaud qu'au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes. Il y a un rythme. Ben, chez le taureau, c'est un peu pareil, quoi. Il faut un certain temps, une certaine minute pour qu'il rentre vraiment en phase. Voilà. Et le bon taureau, c'est celui qui, ou est tout de suite dans le sujet et va le rester jusqu'à la fin, ou bien, au début, va te paraître un peu nonchalant, un peu banal, et puis, d'un coup, la mécanique va se mettre en route, et à ce moment-là, il va se revendiquer et dire ouais, maintenant, je suis chaud, vous pouvez venir. Tu l'appelles, qu'elle s'est arrêtée, tu l'appelles pas. Oublier que les gens paient sur les gradins et qu'à un moment donné, si tu fournis des taureaux qui n'ont rien ou je dirais qui sont très banals, c'est bien évident qu'à un moment donné, ça devient lassant. Il peut y avoir des taureaux qui soient plus retenus mais qui imposent le danger, plus classiques, je dirais. Et puis tu vas avoir des taureaux qui peuvent être plus spectaculaires. Je pense que tous les goûts sont dans la nature. Après, c'est la personnalité du taureau qui fait la différence en fait. Les taureaux de Claude ont quitté leur terre boisée pour la saison. Ils paissent dans la plaine avec à l'horizon les voilures de la Grande Motte. Le calendrier est chargé. En plein été, il peut y avoir jusqu'à 8 courses par jour réparties sur 4 départements. Pour l'instant, Claude se concentre principalement sur ses vaches, mais à côté de cela, il loue son savoir-faire aux organisateurs de festivités pour mener des abrivades, la manière traditionnelle de guider les taureaux à cheval depuis le pré jusqu'aux arènes. Ben, il est passé.
Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, mais là tu t'es fait un poète. Mais oui, je sais. Comment tu faire? Je mets un coton dessus, quoi. Ça tient bien. Ça tient bien. C'est le principal. J'aimerais beaucoup que mes filles continuent le travail que je fais, ça c'est sûr. Mais bon, comme je te disais tout à l'heure, si elles pouvaient avoir un travail à côté pour les aider financièrement, ce serait beaucoup mieux. Mais c'est sûr que ça me ferait énormément plaisir qu'elles continuent les taureaux, qu'elles ne vendent pas ou qu'elles ne fassent pas tout tuer quand je ne serai plus là. Mais c'est pas dans leur esprit. Je pense que là-dessus, j'ai pas de souci à me faire parce qu'elles sont les premières à être anxieuses ou à être soucieuses quand les taureaux sortent. Elles sont les premières à me soutenir quand ça va pas bien, à être là, à me remonter le moral. Tout ça, c'est parce qu'elles aiment les taureaux. Donc je ne les vois pas laisser tout tomber. Non, ça, je ne pense pas que ça arrive un jour. Là-dessus, je leur fais confiance. Elles ne laisseront jamais tomber les taureaux. Je pourrais leur dire tout simplement, régalez-vous, amusez-vous, faites-vous plaisir avec les taureaux, mais soyez toujours là avec eux parce qu'ils vous le rendront bien. Voilà, tout simplement, profitez de ça, profitez de cette culture-là, parce que c'est des moments exceptionnels qu'il faut vivre, qui sont difficiles à vivre, mais qu'il faut vivre avec eux. Et quand on a connu ça, on n'a pas envie de voir autre chose. À la sortie de la Palme d'Or à Beaucaire, Frédéric commençait à douter. Ratis n'a pas remporté la compétition et le rêve de voir son taureau gagner le Bio d'Or s'est fragilisé. Depuis, d'autres courses sont passées. En arrivant à la fin de l'été, tandis qu'il s'échappe dans le coucher du soleil, il ne reste plus qu'une course, à Ratis, pour convaincre. Le 823 a passé plusieurs semaines avec les vaches. D'ici quelques jours, il sera castré. Au fil des mois, il perdra de sa corpulence et son comportement s'en verra modifié. Il pourra alors retourner aux arènes sous un nouveau jour. Récemment, Patrick et sa famille ont décidé de lui donner un nom. Ce sera Brutus. Donc les mâles, en 1985, il y avait le mâle de Tefline, de Georgette, qui avait le numéro 51, Cannelle, Gitelle, Chamoise, Fillette, numéro 27. Enfin, je marquais, et nous continuons de marquer nos annotations derrière la mère de ce numéro-là, qui, un jour, aura un nom qui sera dans cette ligne. Voilà. C'est des petits carnets qui ressemblent à rien, mais qui ont beaucoup de valeur. Ouais, celui-là 71, et puis il y a le vieux qui est encore à la maison, là-bas. Je l'ai pas pris. Jusqu'à quand? Mais maintenant... Après, il y a celui-là. Ça, c'est celui de ton papa. Et toi, tu n'en as pas fait un encore, hein? Si. Ah bon. 2000, 2001. Et jusqu'à... À partir de 2014, hein, tu as 10 ans, c'est toi qui l'as fait. Et dernier, 2012. Ouais. 2013, c'est toi qui le fais. Non, 2014. Hein? Pas 2013, 2014. Ton arrière-grand-père a commencé en 44. Moi, je suis né en 34. Et toi, tu commenceras en 2014. Ouais. Non? D'accord?
sur un hectare papier qui existe déjà sur un mois 2 euros de plus. Gilles, Seb et Wilfrida vont ouvrir porte de la cocarde à Saint-Mémo. Allez, les compagnies introduisent l'électricité générale à combien de euros de plus. Angelo qui supplément votre terrain en voiture sur mon verre 2 euros de plus. Et la compris d'un Monto à mon verre 2 euros de plus. Le taureau m'a beaucoup appris sur moi-même aussi, c'est-à-dire de faire face, de se relever de coups durs, d'accepter l'échec pour le surmonter et de rendre en fait, de comprendre que c'est le négatif qui te fait avancer, pas le positif en fait. Ça je pense que le taureau y est pour beaucoup. Voilà. Gréco a connu une saison physiquement difficile. Après cette course interrompue sur blessure, il se montrera un mois plus tard sous son meilleur jour aux arènes du Gros du Roi. La saison prochaine s'annonce dès lors plus sereine pour Alexandre. Tous les jours, Marcel, le père de Frédéric, vient voir ses vaches au lever du soleil. Mais ce matin-là n'en est pas un comme les autres. Dans quelques heures sera élu le Biodor 2013. Ratis fait partie des favoris. 56 ans que Marcel n'avait pas vécu cela. Frédéric n'ose pas sortir de chez lui, mais ses filles, Aude et Aurélie, sont parties assister au vote. Garland. Ratis. 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 Garland. Horatio. Garland. Garland. Ratis. Garland. Ratis. 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 Garland. Ratis. 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 Garland. Garland. Nous avons fini. Nous pouvons.
a retenu 1 voix. Horatio de la manade Cuillé a retenu 8 voix. Garland de la manade des Gomères a retenu 18 voix. Ratti de la manade de Grenoble est déclaré Théodore Périllot. Voilà. Félicitations à la manade de Grenoble. C'est bien d'y aller, oui. C'est bien d'y aller. Quel joli souvenir, ça va mon cher, oui. Oh oui. Oui. Vous vous rappellerez. Oh les filles, ça va? Ah mais t'es con là. La Camargue, comme tant de personnes, disons, en ont parlé avant moi et plus brillamment que moi. Hein. C'est quelque chose dont j'en suis amoureux. C'est une très belle femme, avec de grands yeux bleus et avec un soleil radieux. Et cette terre saline, et à travers ça, avec toute sa faune et sa flore au milieu, qui m'enivre et qui me donne envie de la vivre, mais alors le plus longtemps possible, quoi, et de la garder et de la transmettre surtout, et de la transmettre, disons, aux autres générations, comme je l'ai connue, et si même j'avais pu la connaître avant d'être là, à des périodes, disons, à d'autres périodes. Mais j'aimerais, disons, que le continue dans ce sens-là. C'est un pays sauvage qui a longtemps été presque inhabité. Et pour moi, c'est mon île. C'est une presqu'île, mais c'est mon île où je me sens bien et où je suis chez moi, dans mon cocon, on va dire. Et que j'ai de moins en moins envie de sortir, j'ai de plus en plus envie de rester là et de plus voir, on va dire, presque la civilisation. Voilà. La Camargue, c'est ça. Un pays de légendes aussi, il y a beaucoup de légendes. Darbo a écrit La bête du Vaccarès, et ça a été le premier livre que gamin j'ai lu. Ben, ça marque et ça reste. Alors j'ai pas encore rencontré la bête, mais je désespère pas de la voir un jour arriver. J'ai rien à dire à mon fils en public. Je lui dis ce que j'ai à lui dire en tant que père, en temps voulu. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est de lui faire comprendre qu'on vit dans un endroit qui est très difficile, mais très privilégié aussi. D'avoir une relation avec le taureau, avec le cheval, avec la nature, avec les sangliers, avec tout ça. C'est quelque chose qui t'apporte énormément. Et je pense que s'il arrive à comprendre qu'il y a des distances, qu'il y a des respects, qu'il y a des façons de faire et de ne pas faire, d'autant plus avec le taureau, eh bien, je pense que des fois ça se passe de commentaires et c'est plus
plus simple comme ça. Mais par contre, au moins qu'il arrive à prendre des valeurs sur ce que peut être un territoire, sur ce que peut être une identité, sur ce que peut être des notions de valeur ou de respect, de défense de quelque chose. Je pense qu'il faut laisser la nature à la nature, quoi. Cela fait bientôt 1 an que je suis arrivé en Camargue. Je n'ai, moi non plus, pas encore rencontré la bête du roman de Joseph Darbo, mi-homme, mi-animal. En observant Alexandre, je suis saisi par l'envie de rejoindre le troupeau, de me fondre parmi eux, tout en sachant cela impossible. Ils me sont si proches et inaccessibles. Je me rappelle alors ces mots de la bête. Les temps sont révolus, sans doute, et mon règne est déjà fini. Mais jusqu'au bout, je garderai ma puissance, je dominerai les animaux de la plaine et les bêtes des fourrés. La saison des courses est terminée. Novembre. Gilbert brûle les pailles des dernières rizières. Voici l'une des définitions du mot poésie, donnée par le petit Larousse. Caractère de ce qui parle particulièrement à l'imagination, à la sensibilité.